Venu. Aujourd'hui, on se plonge dans un document assez costaud mais essentiel, le premier rapport d'examen de la loi canadienne sur le cannabis, publié par Santé Canada en octobre 2023. Le titre exact, c'est Examen législatif de la loi sur le cannabis, rapport sur ce que nous avons entendu. Exactement. C'est le fruit du travail d'un comité d'experts indépendants. Leur mission, c'était d'évaluer un peu les premiers impacts là, de la légalisation de 2018. D'accord. Et cette première phase, c'est vraiment l'étape où ils ont écouté. Ils ont recueilli les avis de plein de monde, chercheurs, médecins, jeunes, communautés autochtones, l'industrie aussi, les consommateurs, la police. Tout le monde, quoi. Oui, voilà. L'idée, c'était pas encore de faire des recommandations, mais juste de dresser un portrait, un état des lieux. Et quel état des lieux? 13 chapitres, c'est dense. Notre objectif aujourd'hui, ça va être d'en extraire un peu la substance, de comprendre les points clés, les réussites, mais aussi là où ça coince, les tensions qui ressortent. Hmm. On essaie de décortiquer ça ensemble. Allons-y. Le rapport est bien structuré, il essaye de couvrir tous les angles. Alors, commençons par le début. Les chapitres 1 à 3, si tu veux bien, ça pose un peu les bases. Le chapitre 1, c'est le message du comité. Il souligne leur indépendance, la complexité du changement après un siècle d'interdiction. Oui, et ils disent aussi que le Canada est pas mal observé à l'international sur ce coup-là. Ah oui? Oui. Et ils insistent sur un point important. L'examen arrive tôt, 4 ans seulement après la loi. Pour vraiment saisir tous les effets, il faudra beaucoup plus de temps. C'est logique. Donc ce rapport, c'est une première photo, basée sur une consultation très large, près de 500 personnes, 200 organisations. Mais ils reconnaissent aussi que certaines voix manquent et que les avis, ils divergent souvent. La phase 2, avec les recommandations, c'est pour mars 2024. D'accord. Le chapitre 2, c'est le sommaire exécutif, le résumé. Il rappelle que le mandat de départ santé publique, jeunes, autochtones, culture à domicile a été élargi. Oui. On y a ajouté l'économie, le social, l'environnement, l'accès des adultes, la lutte contre le marché illicite et l'accès médical. Ça fait beaucoup de choses à regarder en même temps. Effectivement. Et ce chapitre, il donne déjà une idée des tensions. Oui, tout à fait. Sur la santé publique, par exemple, OK sur les objectifs, mais désaccord sur les moyens. Faut-il être très prudent ou plus souple pour concurrencer le marché noir? Le grand écart. C'est ça. Pour les jeunes, les chiffres de conso sont plutôt stables, mais grosse inquiétude sur les intoxications des tout-petits. Et chez les peuples autochtones, on sent la frustration sur le manque de consultation et une vraie revendication de compétences. Le chapitre 3 détaille la méthode, comment ils ont travaillé, et il parle d'une optique d'ACG+. Peux-tu nous rafraîchir la mémoire là-dessus? Bien sûr. ACG+, ça veut dire analyse comparative fondée sur le sexe et le genre, plus. En gros, c'est regarder comment une politique touche différemment les gens selon leur genre, leur âge, leur origine, leur orientation sexuelle, etc. Pour ne pas créer ou renforcer des inégalités, D'accord. Et il mentionne aussi l'approche fondée sur les distinctions pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis. C'est reconnaître que chaque groupe a des droits, une histoire, un contexte qui lui est propre. C'est très clair. Ce chapitre montre aussi l'ampleur des consultations. Table ronde, visite. On sent qu'ils ont essayé d'être exhaustifs, même s'ils savent que c'est difficile d'atteindre tout le monde. Bon, passons au cadre de la loi elle-même. Chapitre 4. Aperçu du cadre législatif. C'est les règles du jeu, c'est ça? C'est ça. La loi vise d'abord la santé et la sécurité publique. Le fédéral donne les licences de production, fixe les règles sur les produits, le THC, tout ça, l'emballage neutre, la pub très limitée. Et les provinces? Les provinces et territoires, eux, gèrent la distribution et la vente au détail. Où on achète, comment, l'âge minimum, etc. Mais le rapport pointe un élément important ici concernant les peuples autochtones, non? Oui, un point vraiment crucial. Contrairement aux provinces, la loi ne donne pas de pouvoir spécifique au gouvernement des Premières Nations, Inuits ou Métis, pour réguler le cannabis sur leur territoire. Et ça, c'est une source majeure de friction. Je vois. Autre absence notée, pas d'objectif clair d'équité sociale dans la loi, alors que la prohibition a frappé de manière disproportionnée certains groupes, notamment les communautés noires et autochtones. Et puis, il y a d'autres lois qui complètent, code criminel pour la conduite avec faculté affaiblie, loi sur l'excis pour les taxes. Ok, abordons le cœur des objectifs. Chapitre 5. Santé publique. L'idée, c'était de minimiser les risques. Donc, restriction de vente aux mineurs, limite de THC, les fameux 10 mg par unité pour les comestibles, emballage neutre, avertissement.
Les données, elles disent quoi? Alors, les données montrent une hausse de la consommation globale depuis 2017, surtout chez les plus de 25 ans et les jeunes adultes, les 20-24 ans. Ce qui est préoccupant, c'est qu'environ 1,7 million de Canadiens, ça fait presque 6% des 15 ans et plus, disent consommer tous les jours ou presque. Ah oui, quand même. Oui, c'est un facteur de risque. On voit aussi une hausse des appels au centre antipoison et des visites aux urgences liées au cannabis. C'est particulièrement net après l'arrivée des comestibles légaux fin 2019. Et comment les différents acteurs réagissent à ça? J'imagine que les avis divergent. Énormément. D'un côté, tu as les acteurs de la santé publique qui soutiennent l'approche prudente du Canada, mais ils réclament plus de moyens pour l'éducation, la prévention et surtout la recherche. Ils déplorent un manque criant de données fiables, désagrégées par race par exemple, pour bien comprendre. Et d'autre côté? De l'autre côté, tu as l'industrie qui trouve les règles trop sévères. Limite de THC trop basse, emballage trop neutre, interdiction de promotion. Tout ça, selon eux, ça nuit à leur capacité de concurrencer le marché illégal et d'informer les consommateurs. C'est vraiment le grand écart. Cet équilibre difficile, on le retrouve sûrement au chapitre 6, les jeunes. Protéger les jeunes, c'était un argument central. Quelles mesures spécifiques et qu'est-ce qu'on observe? Les mesures sont claires. Interdit de vendre aux moins de 18 ou 19 ans, selon la province. Si un mineur a moins de 5 grammes, c'est une infraction non criminelle, genre une contravention. Pas de pub qui pourrait attirer les jeunes et des emballages difficiles à ouvrir pour les enfants. Et les résultats? Augmente un peu, autour de 14-15 ans. Bon, ça reste jeune, hein, le cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Chez les 15-19 ans, la consommation est globalement stable ou en légère baisse, ça dépend des enquêtes, mais elle reste quand même assez élevée par rapport à d'autres pays. Mais il y a un gros point noir dans ce chapitre, c'est ça, hein? Oui, le point vraiment le plus alarmant, c'est la forte hausse des hospitalisations de jeunes enfants pour intoxication accidentelle, surtout avec les produits comestibles. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours si ça vient du marché légal ou illégal, parce que les produits illégaux imitent souvent des bonbons connus, ce qui est interdit pour les produits légaux. C'est terrible. Oui, ça inquiète beaucoup, et ça mène à des appels pour maintenir, voire renforcer les contrôles sur les comestibles légaux, sur leur apparence, leur concentration. Un vrai casse-tête. Mais il y a aussi du positif pour les jeunes. Absolument. Une conséquence directe et voulue de la loi, c'est la chute spectaculaire du nombre de jeunes qui se retrouvent avec un casier judiciaire pour des petits délits liés au cannabis. Ça, c'est un gain. Par contre, Oui, des préoccupations demeurent sur le fait que les jeunes issus de minorités raciales pourraient encore être ciblés de manière disproportionnée par la police pour les infractions qui restent. Encore une fois, on manque de données précises là-dessus. On passe à un sujet extrêmement sensible et complexe. Chapitre 7. Premières Nations, Inuits et Métis. Le rapport utilise cette approche fondée sur les distinctions et reconnaît d'emblée qu'ils ont été peu consultés au départ. Oui, et c'est un chapitre puissant. Déjà, le manque de données spécifiques collectées par et pour les autochtones, c'est un enjeu en soi. Ça touche à la souveraineté des données. Ce qu'on entend, c'est d'abord la frustration des Premières Nations. La loi ne reconnaît pas leurs compétences, leur droit à l'autonomie gouvernementale pour réguler le cannabis sur leur territoire, comme le font les provinces. Elle le réclame, hein. Très fort. Elles veulent cette reconnaissance avec des modèles qui pourraient varier d'une nation à l'autre. Il y a aussi des inquiétudes sur la santé publique, besoin de services adaptés culturellement, la sécurité, comment gérer les activités illégales sans police adéquate, et l'économie, comment participer à l'industrie, comment partager les taxes. Et pour les Inuits et les Métis? Pour les Inuits, dans l'Inuit Nunagangat, l'usage du cannabis est assez répandu. Parfois, c'est vu comme moins pire que l'alcool. Mais il y a des soucis sur la conso des jeunes, la santé mentale, et surtout un gros problème d'accès. Un seul magasin légal dans tout ce territoire immense. Ah oui, c'est peu. Donc, les gens dépendent du marché noir ou des réseaux sociaux. Ils ont un besoin criant d'éducation adaptée et de lutte contre la stigmatisation. Pour les métis, c'est un peu pareil sur le manque de données. Ils demandent des recherches et des services menés par les métis eux-mêmes et affirment aussi leur droit à l'autonomie gouvernementale. Le fil rouge pour les trois groupes, c'est vraiment l'appel à aligner la loi sur le cannabis avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. C'est un enjeu fondamental qui dépasse le cannabis, en fait. Abordons un sujet peut-être moins explosif, hein. Chapitre 8. Culture à domicile. La loi permet de cultiver jusqu'à 4 plants chez soi. Est-ce que ça marche bien, ça? D'après les données, à peu près 8% des consommateurs disent s'approvisionner, au moins en partie comme ça. C'est stable. Et quand ils cultivent, ils respectent en général la limite de 4 plants. La moyenne est de 3,5.
Et ça pose problème? Pas vraiment, d'après le rapport. Ça n'a pas suscité énormément de commentaires. La plupart y sont favorables. C'est vu comme un moyen d'avoir accès moins cher. Quelques petites inquiétudes de municipalité ou de proprio sur les risques moisissures, odeurs, accès par les jeunes, mais rien de majeur. La police non plus ne signale pas que cette limite de 4 plans soit une source de criminalité importante. C'est très différent de la culture pour raison médicale, dont on va parler. D'accord. Élargissons le champ avec le chapitre 9, répercussions économiques, sociales et environnementales. L'économie du cannabis légal, alors ça tourne. C'est mitigé, clairement. Oui, une nouvelle industrie a été créée, des emplois, des taxes, mais le rapport note aussi de grosses difficultés pour beaucoup d'entreprises, surtout les producteurs. Ah bon? Oui, surproduction au début, forte concurrence, du mal à être rentable. Ça a mené à des faillites, des restructurations et beaucoup de dettes fiscales impayées. Le marché se concentre. Par contre, les sociétés d'État provinciales qui gèrent la distribution en gros, elles s'en sortent plutôt bien financièrement, apparemment. Et l'industrie, elle se plaint de quoi exactement? Principalement de la lourdeur des règlements, du poids des taxes accises, TVH, TPS, et des limites sur la pub et l'emballage. Selon eux, ça les empêche de bâtir des marques et de concurrencer efficacement le marché noir. Le secteur du chanvre industriel aussi, il se sent un peu lésé, oublié par ce cadre très centré sur le cannabis psychoactif. Et les impacts sociaux et environnementaux? Socialement, le gros point positif, on l'a dit, c'est la chute énorme des arrestations pour simple possession. C'est indéniable. Mais, comme pour les jeunes, de fortes inquiétudes persistent sur les disparités raciales dans l'application des lois qui restent. Hmm. Il y a un appel très clair dans le rapport pour que la loi intègre des objectifs d'équité sociale, avec des programmes pour aider les communautés marginalisées, celles qui ont le plus souffert de la prohibition, à participer à l'industrie légale. On regarde ce qui se fait aux États-Unis là-dessus. Autre point, l'accès à la suspension du casier pour les anciennes condamnations pour possession, c'est jugé beaucoup trop compliqué. Et l'environnement. Très peu de données. Mais des questions se posent sur la conso d'énergie pour la culture intérieure, l'eau et tous les déchets d'emballage. Venons-en à l'accès pour les consommateurs adultes. Chapitre 10. Accès des adultes. L'idée, c'était de fournir une alternative légale et sûre au marché noir. Est-ce que les gens achètent légal? Oui, les données montrent une transition assez claire vers le marché légal, surtout via les magasins physiques qui ont poussé un peu partout. Mais attention, le marché illégal est loin, très loin d'avoir disparu. Le prix reste un facteur clé pour beaucoup. Et c'est là qu'on retrouve la tension dont tu parlais. Exactement. L'industrie dit, laissez-nous plus de flexibilité, des produits plus variés, peut-être des limites de THC plus hautes sur certains trucs, moins de contraintes sur le marketing, pour qu'on puisse vraiment battre le marché noir. Et la santé publique répond quoi? La santé publique dit, attention, si on assouplit trop les règles, on risque d'augmenter la consommation, les problèmes de santé et de normaliser encore plus le cannabis. Ils veulent maintenir les restrictions. Le rapport note aussi que l'accès n'est pas égal partout, c'est plus dur en région rurale ou éloignée. Et pour certains groupes sans compte bancaire, sans accès à Internet facile, ça peut être compliqué d'acheter légal. Il y a même un débat sur la qualité, hein. Oui, sur la fiabilité des infos, notamment les taux de THC affichés, certains soupçonnent une sorte d'inflation des chiffres pour attirer les clients. Ce qui nous amène direct au chapitre 11. Décourager les activités criminelles et évincer le marché illicite. Objectif majeur de la loi. Alors, C'est un succès. Par contre, on note une hausse des saisies aux frontières, import-export illégal. Mais le rapport suggère que ça pourrait souvent être des voyageurs mal informés plutôt que du gros crime organisé. mais le crime organisé reste présent. Ah oui, il reste bel et bien actif dans le marché illicite, ça c'est clair. Et comment se manifeste ce marché illicite persistant? Il y a plusieurs formes. Les ventes en ligne, toujours facile d'accès. Des magasins physiques sans licence. C'est un vrai problème dans certaines villes et aussi dans certaines communautés des Premières Nations qui veulent leur propre régulation. Et puis un problème majeur, soulevé avec force par la police. Lequel? L'abus du système de production personnelle à des fins médicales. Ah, on y arrive. Le fameux système médical parallèle. Explorons ça avec le chapitre 12, accès au cannabis à des fins médicales. Un système qui existait avant 2018 et qui a été maintenu. Pourquoi il est si controversé? C'est un système hérité des décisions des tribunaux, en fait. Ça a obligé le gouvernement à donner accès au cannabis pour raisons médicales. Il permet aux patients, avec une autorisation médicale, soit d'acheter par correspondance chez des producteurs licenciés spécifiques, soit de cultiver eux-mêmes, production personnelle, ou de désigner quelqu'un pour cultiver pour eux, production désignée. Quels sont les problèmes avec ce système?
D'abord, beaucoup de gens qui utilisent le cannabis pour leur santé ne passent même pas par ce système formel. Ils achètent sur le marché récréatif, légal ou illégal. Pour ceux qui sont dedans, c'est souvent compliqué. Trouver un médecin qui connaît ça et qui accepte de signer, payer le produit, c'est rarement remboursé, sauf pour les anciens combattants. Et puis la stigmatisation. Et les médecins? Les médecins eux-mêmes se plaignent du manque de formation, du manque de preuves scientifiques solides sur l'efficacité pour telle ou telle maladie. La recherche reste difficile à faire. Et ce problème d'abus de la production personnelle, c'est quoi exactement? Alors là, c'est le point le plus chaud. Le rapport cite des chiffres frappants. La quantité quotidienne moyenne autorisée pour la production personnelle ou désignée, c'est 35,5 grammes par jour. 35 grammes? Oui. Compare ça aux 2,2 grammes par jour en moyenne pour ceux qui achètent via les vendeurs médicaux licenciés. Ces autorisations pour des quantités énormes sont souvent concentrées chez un petit nombre de médecins ou d'infirmiers praticiens. Et donc? La police, les municipalités disent qu'il y a des preuves flagrantes que beaucoup de ces licences servent en fait à alimenter le marché illicite à grande échelle. Des opérations de culture massives déguisées en production médicale. Ça crée des problèmes de sécurité, d'odeur, de risque d'incendie. Donc, il y a des appels à changer ça. Très fort. Pour réformer en profondeur ce système de production personnelle désigné, voire l'abolir et intégrer l'accès médical au système récréatif ou via les pharmacies. Les patients, eux, ce qu'ils réclament surtout, c'est une exemption de taxes sur leurs produits. Ça semble être un des gros dossiers pour la suite. On arrive à la fin du rapport avec le chapitre 13. Prochaines étapes, qu'est-ce qu'il nous dit? Simplement que le comité d'experts passe maintenant à la phase 2, analyser tout ça et formuler des conseils, des recommandations concrètes pour le gouvernement. Le rapport final est attendu d'ici mars 2024. Il prévoit d'autres consultations et il souligne que ce travail d'évaluation devra continuer, c'est pas fini quoi. On a fait le tour, un survol assez complet de ces 13 chapitres. Ce qui frappe, c'est vraiment la complexité de l'affaire. Légaliser le cannabis, c'est pas juste appuyer sur un bouton, hein. C'est essayer de jongler avec des objectifs qui, parfois, se contredisent. Oui, Protéger la santé, surtout des jeunes, mais en même temps vouloir tuer un marché noir super résilient, créer une industrie viable, mais sans trop pousser à la conso, respecter les droits des autochtones, garantir l'accès médical, essayer de réparer les torts de la prohibition. C'est un sacré numéro d'équilibriste. tout à fait. Et ce rapport montre bien qu'après seulement quelques années, on est loin d'avoir toutes les réponses. Les données manquent cruellement souvent pour savoir si on va dans la bonne direction. Et les avis des différents acteurs, santé publique, industrie, police, patients, communautés autochtones, sont souvent diamétralement opposés sur ce qu'il faudrait faire. Les questions autour de la recherche, de l'équité sociale, de la place réelle des peuples autochtones et de comment encadrer l'accès médical, ça ressort comme particulièrement épineux. Ça donne vraiment à réfléchir. On n'en est qu'au début de l'évaluation de cette expérience canadienne unique au monde, avec tous ces défis, ces avis divergents, ces zones d'ombre que le rapport met en lumière. Si on devait identifier la priorité absolue pour mieux atteindre les grands objectifs de départ de cette loi, ce serait quoi? Et surtout, la question qui tue, comment on saurait, dans quelques années, si on a réussi sur ce point précis? Vaste question pour terminer notre exploration. Merci de nous avoir suivis.